Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais continuer sur le thème de la récession qui se profile de plus en plus à l'horizon, en vous proposant une nouvelle, une nouvelle solution pour placer vos liquidités et pouvoir gagner significativement avec ces liquidités en attendant qu'on touche le point bas de la récession. Alors en contexte, vous voyez ici la courbe des taux 10 ans, moins 2 ans est sortie cette fois-ci clairement de la situation d'inversion dans laquelle elle était depuis juillet 2022. On a maintenant un taux à 10 ans qui est supérieur au taux à 2 ans avec un écart de 6 points de base. Donc on est en train de monter tout doucement. C'est le second signal majeur de récession qui flash maintenant après la courbe du taux de chômage américain. Donc on a vraiment deux indicateurs forts maintenant d'alerte à court terme à ce sujet. Donc c'est, je pense, le bon moment maintenant pour commencer à augmenter la part de liquidité de façon significative dans vos portefeuilles, d'autant qu'on a eu un rebond technique sur les marchés et que les indicateurs de sentiment sont revenus au moins en début de semaine dernière à un niveau proche de l'excès d'optimisme. Donc voilà, pour ça c'est pour le contexte. Maintenant, voilà, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire des liquidités une fois qu'on a commencé à vendre. Alors, je vais vous rappeler quelques solutions qu'on peut envisager. Alors, il y a bien sûr l'or physique. Lui, il a toute la place dans vos portefeuilles. J'en ai personnellement de l'or physique qui est placé sur un compte or avec une société de gardiennage d'or à Singapour. Il a un inconvénient, cet or physique, c'est qu'en cœur de récession, parfois il baisse temporairement, mais pour moi, c'est tout à fait valable de le garder dans une perspective de moyen long terme parce qu'on est quand même en pleine tendance haussière de long terme sur l'or actuellement et que tous les grands cycles haussiers précédents, on a fait du x6, x10, parfois plus sur l'or, alors que pour l'instant, le grand point bas précédent, on était à 1100 dollars l'once, on est à 2005 actuellement. On a encore beaucoup de chemin, à mon avis, à parcourir devant nous avant la fin de ce cycle haussier sur l'or. Ensuite, on peut placer les liquidités en SICAV monétaire. Bon, ça, c'est tranquille. Le souci, c'est qu'on a des rendements assez faibles avec les SICAV monétaires. On a quand même en ce moment du 5% aux États-Unis, donc c'est pas trop mal. Sur la zone euro, on est aux alentours de 3,5%. Le souci, là, c'est que ça risque de ne pas durer. On va progressivement aller vers un cycle de baisse des taux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Du coup, ces rendements qui sont pas mirobolants, même 5% par an, c'est quand même pas mirobolant sur un placement quand même 5% par an, ça n'est quand même pas mirobolant sur une stratégie de placement. Et comme je vous l'ai dit, on risque de baisser fortement et de se diriger vers des niveaux de 2% ou moins peut-être en fonction de la situation économique. Après, il y a le thème qui est beaucoup développé par les commentateurs, par les experts en tout genre, des actions défensives, voire des actions contre-cycliques. L'expérience montre qu'il y en a extrêmement peu quand vous êtes dans un vrai marché baissier de récession à moins 40, moins 50%. Les actions qui vont monter, qui vont résister à ça, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et il faut vraiment avoir des actions à profil, des entreprises à profil très spécial qui vont tirer profit directement d'une situation de crise pour avoir une tendance inversée. Alors, évidemment, une action défensive, c'est certainement pas Air Liquide ou des profils bateaux comme ça qui se prendront une claque comme toutes les autres si on a un marché baissier. Ça n'empêche pas qu'Air Liquide est une excellente entreprise, qu'elle a créé énormément de valeur pour ses actionnaires, qu'elle continuera sans doute à le faire à l'avenir sur le long terme. Mais si on se focalise sur la période de récession, sur les trimestres qui viennent, ça n'est pas ce n'est pas un actif à conserver à mon avis. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur les actions en général. On a ensuite la solution des positions baissières. Alors ça j'ai beaucoup gagné dessus en 2008. J'espère pouvoir en remettre en place sur le prochain marché baissier. C'est très rémunérateur, effectivement. On peut gagner plusieurs dizaines de pourcents rapidement avec des positions baissières, mais faut
tout n'est pas rose dans le monde des positions baissières. Ça demande un trading actif, un bon système de trading. Et puis, si vous faites une erreur de timing, même de quelques semaines, ça pardonne pas. Vous perdez tout de suite lourd avec ce genre de choses. Donc, à utiliser avec prudence. Les cryptos, donc il y a des investisseurs qui pensent que les cryptos sont une valeur refuge contre la baisse des marchés. Tout ce qu'on a observé jusqu'ici, alors c'est vrai qu'on n'a jamais eu de grand marché baissier sur les cryptos en dehors peut-être du Covid, mais il n'y a jamais eu de vraies récessions qui ont affecté les cryptos puisqu'elles se sont développées après 2009 pour l'essentiel. Malgré tout, on a pu constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vague de baisse significative aux États-Unis sur le Nasdaq, les cryptos ont plongé et qu'elles ont plongé plus fort que le Nasdaq. Donc pour moi, c'est le signe que c'est un actif qui est très corrélé au Nasdaq à levier. Donc si le Nasdaq devait perdre 60% à la suite de l'implosion de la bulle sur le secteur techno, les cryptos pourront perdre encore plus de terrain. Donc c'est certainement pas un actif à détenir en prévision d'une récession. Si vous aimez les cryptos, vous pourrez tout à fait en racheter au point bas de la prochaine récession, ça pourquoi pas. Mais maintenant, à mon avis, c'est vraiment pas le moment de le faire. Donc voilà. Alors la solution dont je voulais vous parler aujourd'hui, dont j'ai très peu parlé, ce sont les obligations, et en particulier les obligations d'État. Donc je vous rappelle les règles de fonctionnement des obligations, ce que vous devez connaître. À chaque fois, on va parler des obligations à taux fixe, hein, bien sûr. Les obligations à taux variable sont pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais on va s'intéresser aux classiques obligations à taux fixe, aux obligations d'État à taux fixe. Donc là, sur ce type d'actifs, toute baisse des taux implique une hausse de valeur des obligations. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait explicable, hein, puisque si les taux baissent et que vous détenez une obligation, mettons que vous ayez acheté une obligation qui vous rapporte 5% de rendement dans un environnement de marché à 5% de taux d'intérêt, le taux d'intérêt passe à 3%, votre obligation à 5% de rendement, elle devient beaucoup plus intéressante du coup, puisqu'elle rapporte plus que la moyenne du marché des taux d'intérêt qui est passé à 3%, et du coup son cours va monter. Alors ça, c'est une règle absolue. Ensuite, la deuxième règle qui vient moduler la première, c'est que plus la durée de vie d'une obligation est longue, plus elle sera sensible aux taux. Ça veut dire que si vous avez une baisse des taux, les obligations à longue durée de vie vont monter plus que les obligations à courte durée de vie. C'est normal puisqu'il y a potentiellement plus d'années de coupons à toucher sur les obligations à longue durée de vie. Ensuite, la dernière chose à connaître, c'est que plus une obligation a un rendement élevé par rapport à la moyenne du marché, alors ça s'explique parce qu'elles ont un risque plus élevé, hein. Donc si une obligation a un risque de défaut plus élevé, elle va devoir payer un taux d'intérêt à ses investisseurs plus élevé pour compenser. Plus elle est fragile en situation de crise. C'est pour ça que là, face à la récession qui vient, si on veut utiliser les obligations comme source de gain, je vous conseille très fortement de ne vous intéresser qu'aux obligations d'État ou à la rigueur aux obligations d'entreprise vraiment les plus solides, notées 3A, qui peuvent être comparables à des obligations d'État, parce que tout le reste, en situation de crise, peut subir la peur du marché. Du coup, on peut avoir des hausses de taux sur les obligations à risque, ce qui serait très dommage si vous aviez vu juste sur la récession que si on est dans un contexte général de baisse des taux. Donc voilà pour ces règles. Alors on va maintenant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je m'intéresse aux obligations en situation de récession, de pré-récession? C'est que à chaque fois qu'il y a une récession dans le passé, les taux d'intérêt ont quasiment toujours baissé, avec une seule exception notable qui est la récession de 1973, qui a été associée à une hausse des taux. Alors cette récession de 1973, en fait, elle a été provoquée par un choc pétrolier, par un conflit militaire, la guerre de Kippour. Et ces deux facteurs ont déclenché une hausse des taux. Donc il y a eu de grosses tensions géopolitiques à ce moment-là.
Mais on va dire que dans un cas classique, dans un cas de récession économique classique, les taux baissent. Alors, ça a été vrai en 1900, ici dans 70, ça a été vrai sur les récessions du début des années 80, on a eu des très fortes baisses de taux. Ça a été vrai sur le marché baissier de 2001-2002, en particulier en cœur de marché baissier en 2001, et ça a été encore plus vrai évidemment sur l'année 2008. Donc voilà, pendant le Covid aussi, hein, on a une baisse des taux significative. Donc presque à chaque fois qu'on a une récession, on peut dire que on observe une baisse des taux. Donc là, vous avez les taux à 20 ans. C'est encore plus marqué sur les taux intermédiaires, les taux à 5 ans, qui réagissent plus aux conditions économiques immédiates. Et vous voyez que là, sur les taux à 5 ans, même en 73, on a fini par avoir une baisse des taux à un moment. Les autres récessions, on a eu des baisses des taux avant et pendant la récession qui étaient assez franches. Alors maintenant, comment ça va se traduire en termes d'investissement? Je vous propose de regarder ce qui s'est passé pour la crise de 2008 sur un fonds d'obligations d'État américaines à moyen terme. Donc là, c'est un fonds à 3-7 ans. Donc vous voyez qu'on part à l'automne 2007 à un niveau de cours de 76 dollars et qu'on arrive début 2009 à 89 dollars. Donc on gagne 13 dollars. C'est pas loin de 20%, c'est quand même sympathique à un moment où il y avait un crash d'actifs complètement général sur les actions, sur l'immobilier, même sur les matières premières, l'or, etc. Tout a baissé à ce moment-là. Et ces obligations, ce fonds d'obligations à moyen terme a quand même gagné une vingtaine de pourcents. Si on regarde maintenant un fonds d'obligations à long terme, cette fois-ci, donc à 20 ans et plus, alors c'est encore plus marqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus la durée de vie des obligations est longue, plus elles sont sensibles au taux. Donc là, on a gagné à peu près 50% entre l'automne 2007 et la fin de l'année 2008. Par contre, c'est plus volatile, évidemment. Hein, et puis, dès que les taux longs ont commencé à remonter début 2009, vous voyez que le fonds a très très vite perdu une grosse partie du terrain qu'il avait gagné, alors que le fonds moyen terme, lui, est plus tranquille, il a perdu un petit peu de terrain, mais vous voyez que c'est beaucoup moins volatile. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc déjà, hein, si simplement vous choisissez aujourd'hui d'investir sur un fonds d'obligation à moyen terme et que vous avez une poursuite de la baisse des taux, bah vous pouvez comme ça viser un gain significatif. Je pense pas que le gain puisse être aussi important qu'il ne l'a été en 2008, tout simplement parce qu'on part de plus bas sur les taux. On était à des taux de l'ordre de 5% hein, quand même en 2008. Là, on est plutôt aux alentours de 3,5 sur les taux longs américains, 3,54%. Donc, à mon avis, bon, si là on avait gagné une quinzaine ou 15-20%, cette fois-ci sur une stratégie baisse de taux d'obligations d'État à moyen terme, on pourrait viser une hausse de l'ordre de 10%, 8-10%, mais c'est déjà pas mal si on se place sur un horizon de temps de l'ordre de 1 an. Pour les obligations d'État à long terme, je pense qu'on peut viser un potentiel de hausse qui est quand même supérieur à 20%. Ça va pas être 50% évidemment, mais là aussi, hein, il y a quand même un potentiel de gain très significatif sur un horizon de temps moyen terme qui est de vraiment que je situerai le point bas de la prochaine récession peut-être début 2026 ou le point bas de la baisse des taux. Après, je pense que les gouvernements, ils vont vouloir redéverser de l'argent public, relancer les économies à tout prix, et ça va relancer la hausse des taux et l'inflation derrière. Donc voilà pour ces quelques remarques. Si on regarde la courbe des taux à 10 ans aujourd'hui aux États-Unis, on pourrait se dire, ce que je vous dis là sur les obligations, c'est bien joli, mais les taux ont déjà commencé à baisser, donc est-ce que c'est pas trop tard pour investir? À mon avis, non. Hein. Vous voyez qu'on a eu quand même un cycle de hausse des taux très important entre 2020 et la fin 2023. On a une figure de sommet qui se construit. Je pense qu'on peut viser des niveaux de taux sur le 10 ans à 2,5% au point bas de la prochaine récession, même si la tendance de long terme s'est retournée clairement. Ok, hein, on était dans une tendance baissière sur les taux longs de plusieurs décennies, elle a été cassée.
Donc probablement qu'ensuite, en sortie de prochaine récession, on va continuer la hausse des taux, mais il peut y avoir une pause, hein, à mon avis, qu'on peut viser ces 2,5% avant de repartir à la hausse. Donc il y a pour moi de l'argent à gagner sur les obligations. Ensuite, il reste à savoir quel pays choisir. Est-ce qu'on va acheter des obligations européennes, par exemple, ou américaines, ou suisses? On pourrait se dire, la Suisse c'est le pays le plus solide, donc on a envie d'acheter des obligations suisses. Le problème, c'est que les taux longs suisses, ils sont déjà à zéro. On est à 0,36% sur le 10 ans suisse, donc il n'y a pas grand-chose à espérer en termes de supplément de baisse des taux ensuite. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à gagner sur les obligations suisses. Pour les obligations d'État européennes, vous voyez que dans l'ensemble, là, les taux d'intérêt en Europe sont inférieurs aux taux d'intérêt américains. On était à 3,7% sur le 10 ans US. En Allemagne, on est à 2,17%. En France, 2,87%. Et même l'Italie est un petit peu en dessous des États-Unis, alors qu'a priori, elle est plus fragile que les États-Unis en situation de crise économique. L'Espagne, on est à 3. Donc, globalement, sur l'Europe, le potentiel de baisse des taux est moins bon qu'aux États-Unis parce qu'on part de plus bas. Le deuxième problème, c'est que l'Europe, c'est un ensemble hétérogène, donc les États-Unis sont un seul pays. Donc, il y a plus de possibilités de conflits, de dissensions, de disparités sur la zone euro qu'aux États-Unis. On le voit ici sur ce qui est arrivé en Italie. Vous voyez qu'on est parti en octobre 2007, on avait des taux d'intérêt à 4,59%. Et puis décembre, fin 2008, on était à peu près au même niveau. Ça veut dire qu'un investisseur qui aurait parié sur les obligations italiennes pour viser la baisse des taux, il aurait rien gagné alors qu'on était en pleine récession et qu'aux États-Unis, les taux longs ont baissé massivement. Tout ça parce que les investisseurs commençaient à s'inquiéter de la situation en Europe du Sud. Donc ça serait, là aussi, ce serait dommage de parier à raison, d'avoir raison sur la baisse des taux et l'arrivée de la récession, et de ne pas gagner pleinement son pari parce qu'il y aurait quelques problèmes de disparité, de tensions financières sur la zone euro associées à la crise qui se produirait et qui vous priverait d'une partie de vos gains. Donc moi, ma préférence, elle va clairement vers les obligations d'État américaines dans le contexte actuel plutôt que les obligations européennes. Mais bon, si c'est pas non plus absurde de parier sur une baisse des taux en Europe parce qu'elle aura probablement lieu. Simplement, je pense que vous risquez de gagner moins en faisant un pari sur l'Europe qu'en faisant un pari sur les États-Unis. Après, il y a quelques autres pays, l'Angleterre par exemple, qui a actuellement des taux assez élevés. Et puis on a la zone Australie, Nouvelle-Zélande, qui sont des pays a priori solides, mais qui ont des taux d'intérêt assez élevés au départ, qui pourraient aussi bien profiter d'un cycle de baisse des taux. Voilà pour ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo, de vous intéresser aux obligations d'État, de vous intéresser à un pari sur la baisse des taux. Un dernier avantage que je voulais souligner, c'est que c'est un pari qui est beaucoup plus tranquille que les positions baissières. Ça pardonne une erreur de timing. Si la récession arrive 3-4 mois plus tard que prévu et que les taux devaient baisser un petit peu plus tard ou qui devaient rebondir, mettons sur les 2 mois qui viennent après la grosse poussée baissière qu'ils ont déjà eue, et ensuite reprendre leur baisse, ça va pas être dramatique pour vos positions en obligation. Alors, je vais vous montrer un graphique à ce sujet pour vous indiquer comment se comportent les positions baissières à long terme. Là, c'est un tracker baissier à levier 2 sur le SP500 qui est tout à fait comparable au BX4 sur le CAC 40. Donc, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez là ce qui se passe sur le long terme. C'est vraiment féroce. En gros, perd à peu près
le fonds, le tracker baissier, il est divisé par 2 tous les 2 ans et demi en moyenne, avec une courbe assez régulière. Donc bien sûr, hein, quand il y a des marchés baissiers, ils montent, on gagne bien sa vie, mais la moindre erreur de timing aura des conséquences catastrophiques pour vous. Et puis c'est pas un actif sur lequel on peut faire du buy and hold pendant plusieurs trimestres. Vous êtes obligé d'acheter, de vendre des positions à relativement court terme d'une durée de quelques semaines à 2 mois. Alors qu'avec un pari sur la baisse des taux via des obligations, vous pouvez sans problème conserver votre pari pendant 1 an, c'est à peu près la durée d'une phase de début et cœur de récession. Vous n'allez pas subir d'érosion de valeur temps comme ça se produit ici avec le tracker baissier. Au contraire, hein, votre tracker obligation, il vous sert un taux d'intérêt, il vous sert un coupon qui vous permet de patienter. Donc c'est un pari tranquille, mais qui peut vous permettre de gagner 10% jusqu'à plus de 20% si vous choisissez le pari le plus engagé avec les obligations d'État à long terme. Donc pour moi, c'est une solution qui est quand même qui est bien intéressante dans le contexte actuel. Donc je vais proposer après des supports pour le club des investisseurs, hein, pour mes abonnés, pour toutes les lettres, pour tous les portefeuilles dans lesquels il y aura des solutions concrètes, des fonds obligataires concrets, hein, pour pouvoir investir sur cette stratégie. J'ai commencé déjà à en proposer dans le portefeuille anti-effondrement et je vais généraliser ça aux autres portefeuilles parce que même en PEA, vous avez des solutions pour parier sur la baisse des taux via des obligations, malheureusement que des obligations européennes, donc c'est pas parfait, mais bon, il y a des petites solutions quand même disponibles en PEA. Or PEA, évidemment, c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus varié et intéressant. Et je vais également proposer un dossier de mise à jour sur ce sujet précis des obligations pour ma formation sur les crises, hein, qui s'appelle le Grand Accélérateur. Voilà pour ce point sur les obligations. Soyez prudents plus que jamais sur les marchés, hein, si vous êtes investisseur à long terme, et n'oubliez pas que ça peut être le bon moment pour augmenter fortement la part de liquidité maintenant dans vos portefeuilles.